Claire Dubois, une femme seule face à un système corrompu, transforme une injustice en un cri de révolte, digne des héros de Sartre. Sous un soleil brûlant, la station-service de Fairview, perdue dans les plaines arides du Missouri, semblait figée dans une toile d'Edward Hopper, les pompes à essence, rouillées, penchées comme des arbres morts. L'enseigne au-dessus, aux lettres à demi effacées, grinçait doucement sous une brise absente. L'asphalte vibrait de chaleur, mirage tremblant sous le ciel blanc. Claire Dubois se tenait là, près d'une pompe, ses lunettes de soleil masquant un regard acéré. Sa veste kaki, usée, et ses jeans gris donnaient de l'air d'une voyageuse anonyme. Mais sa posture, droite, presque militaire, trahissait une femme qui avait vu des tempêtes et tenu bon. Elle inséra la carte dans la pompe. Le cliquetis du carburant résonna, lent, comme un métronome fatigué. Elle voulait juste un plein, un café noir, amer, sans sucre, à la manière d'un expresso qu'elle avait goûté à Paris, dans un café bondé de Saint-Germain, et reprendre la route. Fairview n'était pas un lieu de passage. C'était un endroit où le temps s'arrêtait, où les regards se croisaient avec méfiance. Claire le sentait. Elle l'avait toujours senti, même enfant, à Saint-Louis, quand les passants la fixaient, elle, la fille à la peau d'ébène, comme si elle devait justifier sa présence. Elle avait appris à ignorer ces regards, à les ranger dans un coin de son esprit, comme on range une vieille lettre qu'on n'ouvrira plus. Mais ici, à Fairview, l'air était plus lourd, plus épais. Une voiture de police stationnait à l'ombre, moteur allumé, vitres baissées. Claire jeta un coup d'œil dans le rétroviseur de son SUV noir. Un frisson lui parcourut l'échine. Pas de peur, de l'instinct. Quelqu'un l'observait. La portière de la voiture de patrouille s'ouvrit avec un grincement sec. Un homme en descendit, grand, épaules larges, lunettes miroirs reflétant le soleil comme un défi. Pierre Garnier, shérif adjoint. Ses bottes écrasaient le gravier, chaque pas un message d'autorité. Sa main droite planait près de sa ceinture, non pas par crainte, mais pour rappeler qu'il commandait. Claire ne bougea pas. Ses mains restaient fermes sur la pompe. Ses yeux, derrière les lunettes, suivirent son reflet dans le miroir. Elle connaissait ce genre d'homme, des profils lus dans des dossiers, des visages croisés dans des salles d'interrogatoire. Des hommes qui se croyaient la loi. « Vous êtes perdu ?» Sa voix traînait, moqueuse, teintée d'un accent du Midwest. Claire tourna la tête, lentement, sans hâte. « Non, monsieur, juste de l'essence. » Sa voix était basse, claire, un fil d'acier tendu entre la politesse et la fermeté. Garnier s'approcha, à moins de 2 mètres. Son regard glissa sur elle, de haut en bas, comme s'il inspectait une marchandise. « Vous venez d'où » demanda-t-il, le ton durci, presque accusateur. Claire répondit, toujours calme. « Illinois, je rentre chez moi. » Elle ne donna pas de détails. Elle savait que chaque mot pouvait être une allumette près d'un baril de poudre. « Chez vous, c'est tout ?» Garnier croisa les bras, ses lunettes miroirs déformant le visage de Claire. Elle sentit une vieille colère frémir, mais la repoussa. « Je ne crois pas être obligé de répondre, sauf si j'ai enfreint la loi. » Une pause. Le silence s'épaissit. Garnier plissa les lèvres, un rictus à peine masqué. « Montrez-moi votre permis. » Claire hocha la tête, sans un mot. Elle plongea la main dans sa veste, frôla son badge du FBI, mais ne le sortit pas. Elle tendit son permis de conduire, lentement, avec les 2 mains. Garnier le saisit, comme s'il attrapait un objet sale. Il lut son nom à voix haute, traînant sur chaque syllabe. « Claire Dubois. » Il tapota le plastique, un sourire froid aux lèvres. « Qu'est-ce que vous faites ici, Claire ?» Il insista sur son prénom, comme pour la réduire. Elle répondit, sans ciller. « Je vous l'ai dit, essence. » Garnier scruta les environs. Le parking était vide. Pas d'ombre, pas de témoin, sauf une caméra de surveillance que Claire avait repérée en arrivant, et un adolescent près de la machine à boisson feignant de pianoter sur son téléphone. Lucas, 16 ans, employé à temps partiel, balayait le sol et remplissait les frigos. Il ne la connaissait pas, mais il voyait tout. Ses mains tremblaient légèrement, tenant son portable comme un bouclier. Garnier rendit le permis, d'un geste sec. Claire le récupéra, sans baisser les yeux. Elle ajusta sa posture, imperceptiblement, prête à tout.
Garnier la fixa, longtemps. L'air était immobile, pas un souffle. Puis, il avança d'un pas. « J'aime pas votre attitude, dit-il, la voix tranchante. Claire ne répondit pas. Elle savait. Il ne voulait pas de mots, il voulait de la soumission. Elle resta droite, son regard planté dans le sien, un lac calme, face à un orage. Cela le rendit furieux. Sans avertissement, il frappa. Un coup de botte, rapide, brutal, dans le tibia gauche de Claire, juste sous le genou. Le choc claqua, sec, comme du verre brisé. Claire s'effondra. Son genou heurta le gravier. La douleur fusa, vive, comme un courant électrique. Du sang perla à travers son jean. Elle serra les dents, refusant de crier. Pas par fierté, mais parce qu'elle savait que Garnier attendait ce cri, ce son qu'il pourrait savourer. Il se tenait là, immobile, comme s'il venait d'écraser un insecte. « Là, dit-il, d'un ton froid, à votre place. » Il tourna les talons, sans un regard en arrière. Lucas, caché derrière un pilier en béton, filmait. Son cœur battait à tout rompre. Il connaissait ce regard, celui de Garnier. Il l'avait vu, enfant, quand son père avait été brutalisé par un policier pour un contrôle d'identité trop lent. Cette fois, il ne détourna pas les yeux. La vidéo durait 32 secondes. Claire à terre, le sang tachant son jean, Garnier s'éloignant, comme s'il jetait un déchet. Lucas posta le clip sur TikTok, d'un compte presque vide, une légende simple. Ça vient de se passer à la station de ma famille. Claire resta au sol un instant. Elle respirait, lentement, laissant la douleur refluer. Elle ne chercha pas Garnier du regard. Elle ne cria pas à l'injustice. Elle posa une main sur le gravier, sentit chaque caillou mordre sa peau. Puis elle se releva, d'un mouvement fluide, déterminé. Pas de larmes, pas de spectacle. Ses yeux, maintenant, étaient d'une clarté froide, comme si elle venait de voir le vrai visage d'une bête. Lucas, toujours là, croisa son regard. Elle hocha la tête, un geste discret. « Tu l'as vu, n'est-ce pas ?» semblait-elle dire. « Alors montre-le au monde. » Il hocha la tête en retour, hésitant. Claire boita jusqu'à sa voiture. Chaque pas était une aiguille dans son tibia, mais elle ne s'appuya pas sur la portière. Elle refusait de transformer sa douleur en drame. Dans son esprit, les pièces s'assemblaient. L'angle de la caméra, le reflet dans le rétroviseur, la plaque de la voiture de Garnier, la position du soleil. Et ce garçon, avec son téléphone. Garnier avait cru frapper une femme noire anonyme, une cible facile. Il ignorait qu'il venait d'allumer une mèche. À quelques kilomètres de là, dans un motel aux murs fins, Claire s'installa dans une chambre sombre. Une lampe vacillante jetait une lueur jaunâtre sur un bureau éraflé. Elle ouvrit son ordinateur portable, se connecta à un système crypté réservé aux opérations fédérales. Ses doigts tapèrent 3 mots. Pierre Garnier, plainte. Elle savait que chaque brutalité laissait une trace, même si elle était enfouie. Elle cherchait les vides, les rapports absents, les plaintes effacées, comme Camus l'avait écrit. La vérité, comme la lumière, aveugle. Bon, sauté. Claire n'avait pas besoin de crier pour voir. Elle avait appris à lire l'obscurité. Le lendemain, la vidéo de Lucas avait explosé. 30 000 vues en 2 heures. Repostée sur Reddit avec une légende froide. Un policier frappe une femme sans raison. Qui est-elle? Sur Twitter, le hashtag #JusticePourClaire grimpa, éclipsant les autres sujets. Claire, dans sa chambre de motel, reçut un message d'une vieille connaissance, Sophie Martin, journaliste indépendante à Kansas City. « C'est toi dans la vidéo ?» Claire ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de confirmer. Sophie, avec son flair de reporter et son amour pour les vérités cachées, comprendrait. Sophie arriva au motel en fin d'après-midi, un carnet à la main, un chignon désordonné et une détermination farouche. Elle avait grandi dans un quartier ouvrier, bercé par les récits de son père, un cheminot qui citait Sartre entre 2 verres de vin rouge. « La liberté, c'est ce qu'on fait avec ce qu'on nous a fait », lui répétait-il.
Sophie avait fait de cette phrase son credo. Elle frappa à la porte. Claire ouvrit, un café tiède à la main. « Tu veux du thé ?» demanda-t-elle, un sourire fugace. Sophie refusa, s'assit et posa une question directe. « Pourquoi toi? Pourquoi lui ?» Claire raconta, brièvement, l'agression, le regard de Garnier comme s'il possédait le sol sous ses pieds. Sophie écouta, notant chaque détail. « Ce n'est pas juste un flic raciste, » dit-elle. « C'est un symptôme. Il y a un réseau derrière. » Claire hocha la tête. Elle avait déjà commencé à creuser. Des plaintes contre Garnier, disparues des archives. Des rapports signés par la shérif Anne Morel, une femme au sourire politique et au dossier impeccable. Trop impeccable. Sophie proposa son aide. Elle connaissait des sources, des contacts dans les bureaux administratifs. « J'ai un ami, Marc, dit-elle, un ancien du FBI comme toi. Il a quitté l'agence après une affaire de corruption. Il peut nous aider. » Claire hésita. Faire confiance, c'était risqué, mais elle n'avait pas le choix. Elle acquiesça. « Appelle-le. » Marc arriva le soir même, un homme trapu, la quarantaine, avec des lunettes rondes et une barbe mal taillée. Il portait un vieux blouson en cuir, comme un hommage au film noir français qu'il adorait. Truffaut aurait aimé cette histoire, plaisanta-t-il en s'asseyant. Mais son regard était sérieux. Il avait apporté un disque dur externe, rempli de fichiers récupérés avant son départ du FBI. « Les plaintes contre Garnier, dit-il. Elles n'ont jamais disparu. Elles sont juste enterrées. » Claire ouvrit les fichiers. Des noms défilaient. Une femme, Aisha Jones, arrêtée pour conduite suspecte, plainte retirée après une menace de licenciement. Un étudiant, Malik Carter, brutalisé lors d'un contrôle. Rapport classé sans suite. Chaque dossier portait la même signature. Anne Morel. Claire sentit une colère froide monter, mais elle la contint. Elle n'avait pas besoin de rage. Elle avait besoin de preuves. Cette nuit-là, un crissement de pneus brisa le silence du motel. Claire se leva, écarta le rideau. Son SUV était en flammes. Les flammes dansaient, oranges et voraces, dévorant la carrosserie. Sur le pare-brise d'une voiture voisine, un message en peinture noire. « Tais-toi. » Claire ne cria pas. Elle appela les pompiers, d'une voix posée, comme si elle signalait une fuite d'eau. Les policiers arrivèrent, indifférents. Aucun ne demanda son nom. Aucun ne nota sa demande d'accès aux caméras de surveillance. Quand ils partirent, Claire retourna dans sa chambre. Son sac était entrouvert, ses vêtements en désordre. Son disque dur externe avait disparu. Elle s'assit, immobile, pendant 20 secondes. L'air sentait la sueur et la poussière. Quelqu'un était entré. Quelqu'un l'avait touché, là, dans son espace. Elle referma la porte, la verrouilla et ralluma son ordinateur. Ses données critiques étaient sauvegardées sur 3 serveurs cryptés. Ce qu'ils avaient pris n'était qu'une coquille vide. Elle envoya un message à Marc. Phase 2, route 7, silence 72 heures. Puis elle désactiva son téléphone, coupa le Wi-Fi et rangea ses affaires. Pas de panique, pas de tremblement, juste un calme méthodique, comme une chef d'orchestre avant le premier accord. Elle tira sa capuche sur sa tête et quitta le motel. Dehors, l'odeur de fumée flottait encore. Le gravier crissait sous ses pas. Elle savait que la guerre venait de commencer. Mais Claire n'était pas seule. Lucas, le garçon de la station, avait vu plus qu'un simple incident. Il avait vu une vérité. Et Sophie, avec son carnet et sa fougue, était prête à la porter. Marc, avec ses fichiers et son cynisme, était un allié inattendu. Ensemble, ils formaient une étincelle. Une étincelle qui, dans l'obscurité du Missouri, allait bientôt embraser un réseau bien plus vaste. Comme Camus l'avait écrit, « Il n'y a pas de justice sans vérité ». Claire, en cet instant, était la vérité, et elle n'avait pas l'intention de s'éteindre. La nuit était épaisse, sans étoiles, comme un rideau tiré sur le monde. Dans une cabane isolée, perdue dans les bois du Missouri, Claire Dubois était penchée sur un écran d'ordinateur. La lueur bleutée éclairait son visage, creusant des ombres sous ses yeux fatigués. Une tasse de thé au jasmin, froid depuis des heures, trônait sur la table en bois brut.
L'odeur florale, délicate, lui rappelait un marché parisien où elle avait flâné des années plus tôt, avant que la vie ne la happe dans ses tempêtes. Elle tapait, méthodique, ses doigts dansant sur le clavier. Chaque clic était une flèche, chaque mot une arme. Elle cherchait les fils d'un réseau, ceux qui reliaient Pierre Garnier, le policier qui l'avait frappé, à la shérif Anne Morel, et peut-être au-delà. La cabane était son refuge, un lieu sans caméra, sans signal, loin des regards. Les murs de pin exhalaient une odeur résineuse, presque apaisante. Une lampe à pétrole vacillait dans un coin, jetant une lumière douce sur une carte épinglée au mur. Des noms, des flèches rouges, des dates. Pierre Garnier, Anne Morel. Et un troisième nom, entouré d'un cercle épais, Julien Vasseur, sénateur, figure intouchable du Missouri. Claire savait que Garnier n'était qu'un pion. Morel, une gardienne. Vasseur, peut-être, l'architecte. Elle ouvrit un fichier crypté, des plaintes, des rapports, tous signés par Morel, tous classés sans suite. Un schéma se dessinait, comme une toile d'araignée. Un craquement dehors la fit sursauter. Elle posa une main sur son couteau de poche, glissé dans sa botte. Le silence revint, lourd. Juste le vent, se dit-elle. Mais son pouls s'accéléra. Depuis l'incendie de son SUV, chaque bruit était une menace. Elle revit le message en peinture noire. « Tais-toi ». Elle n'avait pas obéi. Elle ne le ferait jamais. Comme Sartre l'avait écrit, « L'homme est condamné à être libre ». Claire portait cette liberté comme une armure, mais elle pesait lourd. Un bip discret brisa ses pensées. Un message sur son canal sécurisé. Sophie Martin, la journaliste, écrivait « J'ai trouvé quelque chose. Horizon Sécurité. Entreprise bidon, liée à Morel. On se voit demain ?» Claire répondit « Midi, dîner à Fairview », puis elle ouvrit une nouvelle fenêtre. Horizon Sécurité, une société enregistrée dans le Missouri, censée fournir des équipements de surveillance. Mais son site était vide, son adresse un bureau postal dans une zone industrielle. Claire sentit l'adrénaline monter, une coquille, un paravent. Elle appela Mark, l'ancien agent du FBI. Sa voix rauque répondit à la première sonnerie. « Tu ne dors jamais ?» plaisanta-t-il. Claire ignora la remarque. Horizon Sécurité, creuse. Marc soupira, mais elle entendit le cliquetis d'un clavier. « Donne-moi 2 heures. » Claire raccrocha, se leva, étira son dos endolori. Elle marcha jusqu'à la fenêtre. La forêt était noire, impénétrable. Elle pensa à sa mère, à Saint-Louis, qui lui préparait des madeleines au citron quand elle rentrait de l'école. Ce goût sucré, ce parfum d'enfance, lui manquait, mais elle n'avait plus le temps pour la nostalgie. 2 heures plus tard, Marc envoya un dossier. Claire l'ouvrit. Des contrats. Horizon Sécurité avait reçu 480 000 $ pour équiper les prisons du comté de Benton. Les paiements venaient d'un comité d'action politique, Valeurs Réforme, soi-disant dédié à la justice pénale. Mais en creusant, Claire trouva une anomalie. Les fonds de Valeurs Réforme transitaient par une petite firme juridique, Braden & Fields, dont l'adresse était un magasin de montres fermé. Et la signature sur les contrats, Julien Vasseur, le sénateur. Claire sentit son cœur cogner. Elle n'était plus face à un policier brutal. Elle touchait un système. Un nouveau message arriva, sans expéditeur. Une icône de lanterne clignotait. Claire fronça les sourcils. Lanterne, un hacker anonyme, connu pour avoir révélé un scandale de corruption en Louisiane. Elle ouvrit le courriel. Une phrase. « Tu vois le 2e étage, mais pas le 3e. » Comme en pièces jointes, un registre financier. Des paiements de Valeurs Réforme à Horizon Sécurité, puis à une autre entité, Trident Horizons, une fondation pour l'éducation des jeunes défavorisés. Sur le papier, un projet noble. Mais 60% de son budget allait à des consultants, dont un certain Ashton Wells, conseiller de Vasseur. Claire serra les lèvres, du blanchiment. Elle sauvegarda le fichier, triplement crypté.
Elle envoya une copie à Sophie et Marc avec une note. Vasseur et la clé. Cherchez ses liens avec Morel. Puis elle s'assit, immobile, les yeux fixés sur l'écran. La cabane était silencieuse, mais son esprit bouillonnait. Chaque nom, chaque dollar, chaque contrat était une brique dans un mur invisible. Elle devait le faire tomber. Le lendemain, au diner de Fairview, l'odeur de frites et de café bon marché emplissait l'air. Sophie était déjà là, un croissant à peine entamé sur son assiette, un clin d'œil à ses origines françaises, hérité d'un grand-père normand. Marc arriva, son blouson en cuir froissé, une tasse de café noir à la main. « Tu as vu le registre » demanda-t-il. Claire hocha la tête. « Vasseur finance Morel via Horizon, mais il y a autre chose. Quelqu'un protège Garnier. » Sophie fronça les sourcils. « Qui » Claire répondit, d'une voix basse. « Quelqu'un de l'intérieur. » Elle raconta. Une fuite, des accès non autorisés à ses dossiers au FBI. Quelqu'un savait qu'elle creusait. Marc jura doucement. « Un traître » Claire ne répondit pas. Elle pensait à Émile Laurent, son ancien mentor au FBI, l'homme qui l'avait formé, qui l'avait défendu lors de sa première enquête controversée. Émile, avec sa voix grave et ses citations de Camus, la révolte naît du spectacle de l'irrationalité. Elle refusait d'y croire, mais les indices s'accumulaient. Sophie brisa le silence. « J'ai une source au bureau du shérif, une secrétaire, Clara. Elle dit que Morel reçoit des enveloppes en liquide tous les mois, pas de traces. » Claire nota le nom. « Clara, une alliée potentielle. »« Parle-lui, » dit-elle, « mais sois prudente. » Marc ajouta. « Je vais vérifier les accès au serveur du FBI. Si c'est Émile, il a laissé une trace. » Claire acquiesça, mais son estomac se noua. Trahir un mentor, c'était trahir une part d'elle-même. Cette nuit-là, Claire reçut un appel anonyme, une voix déformée, métallique. « Arrête ou tu finiras comme ton SUV. » Elle ne répondit pas. Elle raccrocha, activa un brouilleur de signal et vérifiqua ses sauvegardes. La peur était là, tapie, mais elle la repoussa. Elle ouvrit un carnet, écrivit une phrase. « La justice est une guerre silencieuse. » Puis elle se remit au travail. Marc envoya un rapport à l'aube. Une adresse IP masquée avait accédé à ses dossiers. L'origine? Un bureau du FBI à Kansas City. Claire sentit son sang se glacer. Émile. Elle tapa un message. « Confirme. » Marc répondit. « C'est lui. Logs d'accès, 3h12, il y a 2 jours. » Claire ferma les yeux. La douleur était vive, comme une lame. Émile, l'homme qui lui avait appris à lire les silences, à traquer la vérité, l'avait vendue. Elle décida de ne pas l'affronter. Pas encore. Elle avait besoin de preuves, pas de vengeance. Elle contacta Sophie. « J'ai besoin d'un enregistrement. Morel et Garnier. Ils doivent parler. » Sophie sourit, un éclat malicieux dans les yeux. « Laisse-moi faire. » 2 jours plus tard, Sophie revint avec une clé USB. Clara a posé un micro dans le bureau de Morel. Claire brancha la clé. Une voix, celle de Morel, claire, arrogante. « Garnier, tu fais ce que je dis. Elle est personne. On l'écrase comme les autres. » Puis Garnier, riant. « Pas de caméra, pas de problème. » Claire sauvegarda l'audio. Elle envoya une copie à Lanterne avec un message. « 3e étage ?» La réponse arriva, laconique. « Vincent Arnois, PDG, Horizon Sécurité, cherche l'argent. » Claire chercha. Arnois, un ancien conseiller du Pentagone, dirigeait Horizon depuis 10 ans. Ses contrats couvraient une prison, police, surveillance. Et ses dons à la campagne de Vasseur, des centaines de milliers, via des sociétés écrans. Elle organisa une opération. Un entrepôt abandonné à la périphérie de Fairview. Elle y plaça de faux dossiers, un appât. Sophie diffusa une rumeur. Claire avait des preuves explosives. Marc installa des micros cachés. Cette nuit-là, 3 hommes entrèrent. Pas de masque, pas de prudence. Des mercenaires envoyés par Arnois. Ils fouillèrent, riant, lançant des insultes. Une femme noire qui joue les héros, elle va regretter. Claire, cachée dans l'ombre, les laissa parler. Chaque mot était enregistré. Soudain, Marc surgit, arme à la main. « FBI, à terre !» Les hommes se figèrent. Sophie, dehors, filmait.
Les mercenaires furent menottés, leurs aveux capturés. L'un d'eux lâcha. Morel nous a envoyés. Elle travaille pour Arnois. Claire s'avança, ramassa les faux dossiers. Elle parla, pour le micro. Ce n'est pas une question, c'est une confession. Le lendemain, elle envoya l'enregistrement à Sophie, qui le transmit à un média indépendant, l'Éclat libre. La vidéo fut publiée, brute, sans montage. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Ils sont envoyés, grimpa en tendance. Claire, dans sa cabane, éteignit son écran. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements. Elle avait déplacé le champ de bataille. Mais la guerre n'était pas finie. Émile Laurent restait dans l'ombre. Arnois, intouchable, préparait sa riposte. Et Vasseur, au sommet, ignorait que ses fils se rompaient un à un. Claire ouvrit son carnet, écrivit. La lumière ne pardonne pas. Elle but une gorgée de thé froid, posa la tasse. Dehors, la forêt murmurait. Une tempête se levait, silencieuse, mais certaine. La salle d'audience était un théâtre de bois poli et de silence tendu, éclairé par des lustres austères qui semblaient juger autant que le juge lui-même. Claire Dubois se tenait droite, ses mains posées sur la barre, ses yeux sombres fixant l'assemblée. Sa voix, claire comme une lame, résonnait dans la pièce. Elle parlait des enregistrements, des contrats, des noms. Pierre Garnier, Anne Morel, Julien Vasseur, et maintenant Vincent Arnois, le PDG d'Horizon Sécurité, dont le costume gris impeccable ne masquait pas l'arrogance froide. Claire décrivit chaque pièce du puzzle, les paiements occultes, les plaintes étouffées, les menaces. Elle ne tremblait pas. Pas un mot n'était de trop. Chaque phrase était un clou dans le cercueil d'un système qu'elle avait juré de démanteler. Le tribunal de Fairview, un bâtiment vieillot aux vitres poussiéreuses, était bondé. Des journalistes griffonnaient, des caméras bourdonnaient, capturant chaque instant. Sophie Martin, au premier rang, un carnet sur les genoux, notait avec ferveur. Marc, à ses côtés, ajustait ses lunettes rondes, son regard oscillant entre fierté et méfiance. Dehors, une foule s'était rassemblée. Des pancartes, des cris. Justice pour Claire. Le hashtag, né de la vidéo de Lucas, flottait comme un drapeau. Claire n'avait pas cherché cette gloire. Elle voulait seulement la vérité. Comme Camus l'avait écrit, la vérité est mystérieuse, fugitive, toujours à conquérir. Elle la poursuivait, coûte que coûte. Le juge, un homme au visage taillé dans le granit, demanda « Agent Dubois, avez-vous des preuves directes contre Monsieur Arnois ?» Claire hocha la tête, fit un signe à l'huissier. Un écran s'alluma. La vidéo des mercenaires dans l'entrepôt apparut, leur voix rauque confessant l'ordre de Morel, le lien avec Arnois. La salle retint son souffle. Arnois, assis à la table de la défense, serra les mâchoires. Ses avocats chuchotaient, frénétiques, mais Claire voyait leurs regards vaciller. Ils savaient. La toile d'araignée s'effilochait. Elle parla de l'incendie de son SUV, du message en peinture noire, du vol de son disque dur. Elle décrivit l'accès illégal à ses dossiers, orchestré par Émile Laurent, son ancien mentor. Ce nom fit tressaillir Marc. Il baissa les yeux, comme si la honte d'Émile rejaillissait sur lui. Claire, elle, ne détourna pas le regard. Elle raconta, sans colère, comment Émile avait vendu ses données, trahi sa confiance, pour protéger un réseau qu'il croyait intouchable. Chaque mot était un scalpel, précis, déchirant le voile. L'avocat de Arnois se leva, un homme au sourire huileux, brandissant des objections. « Spéculation !» cria-t-il. « Où sont les preuves matérielles ?» Claire sortit une clé USB, la tendit au juge. Les relevés bancaires, les contrats d'Horizon Sécurité, les transferts à valeur réforme signés par Vasseur et les aveux des mercenaires enregistrés. L'avocat pâlit. Le juge ordonna une analyse immédiate. La salle bruissait, comme un nid de guêpes réveillées. Dehors, la foule scandait plus fort. Sophie envoya un texto à Clara, la secrétaire du bureau du shérif, qui avait risqué sa carrière pour poser le micro dans le bureau de Morel. « Tu as vu? Elle gagne. » Clara répondit « Pas encore. Attention à Arnois. » Sophie rangea son téléphone, un frisson dans le dos.
Elle connaissait ce genre d'homme. Arnois n'était pas un pion comme Garnier, ni un gardien comme Morel. Il était un roi, et les rois ne tombent pas sans combattre. La nuit précédente, Claire avait affronté Arnois. Pas dans un tribunal, mais dans un bureau anonyme à Kansas City, une rencontre arrangée par Lanterne, le hacker. Arnois était venu seul, sûr de lui, un verre de cognac à la main, un Hennessy, comme pour afficher son raffinement. « Vous êtes tenace, Dubois », avait-il dit, un sourire en coin. « Mais vous ne savez pas à quoi vous vous frottez. » Claire l'avait fixé, immobile, son café froid sur la table. Elle aimait le café, noir, sans sucre, comme un rituel. Elle répondit « Je sais exactement. Un homme qui achète le silence avec de l'argent sale. » Arnois avait ri, un rire sec, sans chaleur. « Vous voulez quoi? Un chèque? Une promotion ?» Claire avait poussé un dossier vers lui, les relevés, les contrats, les noms. « Je veux que vous tombiez. » Arnois avait blêmi, mais son regard restait dur. « Vous ne sortirez pas indemne, » murmura-t-il. Claire s'était levée, lentement. « J'ai déjà survécu à pire. » Elle était partie, le laissant seul avec ses dossiers, son cognac et sa peur naissante. Lanterne avait piraté la caméra du bureau, capturant chaque seconde. Cette vidéo, Claire l'avait gardée, pas pour le tribunal, pour plus tard. Dans la salle d'audience, le verdict tomba pour Garnier. Coupable. 5 ans de prison. Morel, assigné à résidence, attendait son procès. Vasseur, sous enquête fédérale, avait perdu son sourire de sénateur. Arnois, lui, restait libre pour l'instant. Ses avocats jouaient la montre, mais Claire savait que son heure viendrait. Elle quitta le tribunal sous les flashs des caméras. Sophie la rejoignit, un sourire éclatant. « Tu as vu leurs visages? Ils sont finis. » Claire ne sourit pas. Pas tous. Elle retourna à Saint-Louis, dans un petit appartement qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. Une odeur de bois ciré et de lavande flottait dans l'air. Sur la table, une assiette de madeleine laissée par sa mère. Elle en prit une, croqua. Le citron éclata sur sa langue, un souvenir d'enfance, de jours plus doux. Mais son esprit était ailleurs. Elle ouvrit son ordinateur, consulta un message de Lanterne. Ils préparent une contre-attaque. Trident Horizons. Cherche le 4e étage. Claire fronça les sourcils. Un 4e étage. Une couche plus profonde, encore cachée. Elle prit une décision. Le FBI n'était plus sa maison. Émile l'avait brisée, et l'agence, avec ses lourdeurs, ses compromis, ne pouvait plus contenir son combat. Elle rédigea sa lettre de démission, brève, sans fioriture. « Je pars pour servir la justice, pas pour la négocier. » Elle l'envoya, ferma son ordinateur et s'assit dans le silence. La lumière du soir filtrait par la fenêtre, peignant des ombres sur le mur. Elle pensa à Sartre. « Nous sommes nos choix. » Elle avait choisi. Quelques semaines plus tard, Claire fonda l'Éclat, une organisation à but non lucratif. Son but, surveiller les budgets de la police, protéger les victimes d'abus de pouvoir et traquer les réseaux comme celui de Arnois. Sophie rejoignit l'équipe, rédigeant des rapports cinglants. Marc, toujours cynique, offrit ses compétences en informatique. Lucas, le garçon de la station-service, devint leur premier stagiaire, apprenant à coder pour exposer la vérité. Clara, la secrétaire, devint leur informatrice interne, un pont fragile mais vital. Un soir, Claire retourna à la station-service de Fairview. Les pompes étaient toujours rouillées, l'enseigne toujours éteinte. Mais une plaque brillait près de l'entrée, gravée par les habitants. À Claire Dubois, pour son courage. Elle toucha le métal froid, un sourire furtif aux lèvres. Elle ne cherchait pas les honneurs, elle cherchait la lumière. Mais l'ombre persistait. Arnois, libre, préparait sa riposte. Lanterne envoyait des alertes cryptées, signalant des mouvements de fond, des réunions secrètes. Claire savait que le réseau n'était pas mort. Il se reformait, plus discret, plus dangereux. Elle rangea ses lunettes de soleil, ajusta sa veste kaki. La guerre n'était pas finie, mais elle était prête. Elle s'assit sur un banc face à la station.
Une brise légère portait l'odeur de l'essence et du gravier. Elle sortit son carnet, écrivit une dernière phrase. La lumière persiste, même dans l'ombre. Puis elle se leva, marcha vers sa nouvelle voiture, un vieux modèle sans GPS, sans traceur. Le moteur gronda, un son rauque, vivant. Elle démarra, les phares trouant la nuit. Derrière elle, Fairview s'effaçait. Devant elle, un horizon incertain mais clair. L'histoire de Claire Dubois, une femme confrontée à l'injustice brute et à un réseau de corruption, résonne comme une tragédie moderne, mais aussi comme une ode à la résilience. Dans le contexte culturel français, où l'on chérit la liberté, la justice et l'idée de révolte face à l'oppression, des valeurs incarnées par des figures comme Jean-Paul Sartre ou Simone de Beauvoir, cette épopée nous invite à une introspection profonde. À travers ses luttes, ses doutes et sa victoire, Claire nous enseigne des leçons universelles, applicables à nos vies quotidiennes, où le courage, la persévérance et la quête de vérité restent des phares dans l'obscurité. Une révolte contre l'injustice. Dès le premier instant, lorsque Pierre Garnier frappe Claire sans raison, l'histoire nous plonge dans une réalité brutale. L'injustice peut surgir n'importe où, n'importe quand. Ce coup de botte, infligé à une femme noire dans une station-service isolée, n'est pas qu'un acte isolé. Il est le symptôme d'un système, d'une hiérarchie qui prospère sur le silence des victimes. En France, où l'on débat souvent de l'égalité et des droits humains, cette scène évoque des échos de manifestations pour la justice sociale, comme celles qui ont secoué Paris après des affaires de violence policière. Claire, en refusant de plier, incarne une maxime de Camus. La révolte naît du spectacle de l'irrationalité. Elle ne se contente pas de subir, elle agit, méthodique, déterminée. Leçon pour la vie. Face à l'injustice, même personnelle, il faut refuser la passivité. Que ce soit un collègue qui vous rabaisse, une injustice dans votre communauté ou une discrimination silencieuse, la première étape est de reconnaître l'irrationalité et de s'y opposer, même par de petits gestes. Comme Claire, qui transforme sa douleur en action, nous pouvons commencer par poser une question, écrire une plainte ou simplement dire « non ». La force de la communauté. L'histoire de Claire n'est pas celle d'une héroïne solitaire. Sophie, la journaliste passionnée, Marc, l'ex-agent désabusé, Lucas, l'adolescent courageux, et Clara, la secrétaire discrète, forment un réseau d'alliés. Chacun, à sa manière, apporte une pièce au puzzle. En France, où l'on valorise l'esprit collectif, pensons au café parisien où les idées s'échangent autour d'un verre de vin rouge, cette alliance rappelle que la justice est un effort commun. Sophie, avec son carnet et son amour pour Sartre, incarne l'intellectuelle française qui transforme les mots en armes. Marc, avec son cynisme et son blouson de cuir, évoque un personnage de film noir, fidèle à l'esthétique française, des héros brisés, mais loyaux. Leçon pour la vie. Aucun combat ne se gagne seul. Dans nos vies, nous devons chercher des alliés, des amis, des collègues, des voisins, qui partagent nos valeurs. Que ce soit pour défendre une cause, surmonter une épreuve ou changer une règle injuste, la force réside dans la solidarité. Comme Claire, entourez-vous de ceux qui, même imparfaits, croient en la même vérité. La trahison et la résilience intérieure. La découverte de la trahison d'Émile Laurent, le mentor de Claire, est un coup de poignard. Ce moment, chargé de douleur, reflète une réalité universelle. Ceux en qui nous avons le plus confiance peuvent nous décevoir. Dans la culture française, où l'on célèbre l'introspection à la manière de Montaigne, ce passage invite à explorer nos propres blessures. Claire ne s'effondre pas. Elle canalise sa douleur, la transforme en carburant. Elle incarne une idée chère à Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Claire devient plus qu'une agente du FBI. Elle devient une combattante, sculptée par ses épreuves. Leçon pour la vie. Les trahisons, qu'elles viennent d'un ami, d'un collègue ou d'un proche, sont inévitables, mais elles ne définissent pas notre valeur. Comme Claire, nous devons apprendre à transformer la douleur en force, à ne pas laisser la trahison nous détourner de nos objectifs.
Prenez le temps de réfléchir, comme dans un café tranquille de la rive gauche, et trouvez un sens à votre lutte. La quête de vérité, coûte que coûte. L'enquête de Claire, minutieuse, presque obsessionnelle, reflète une quête de vérité qui transcende les frontières. En France, où l'on admire les esprits rigoureux comme ceux de Voltaire ou de Foucault, son acharnement à déterrer les contrats, les paiements, les connexions, évoque une démarche philosophique. Elle ne cherche pas la vengeance, mais la lumière. Chaque document, chaque enregistrement est une victoire contre l'obscurité. Même face aux menaces, l'incendie de son SUV, les messages anonymes, elle persiste, guidée par une boussole interne. Leçon pour la vie. La vérité demande du courage et de la patience. Dans nos vies, cela peut signifier chercher la vérité sur une situation professionnelle opaque, sur une rumeur qui divise ou sur nos propres erreurs. Comme Claire, soyez méthodique, ne cédez pas à la peur et gardez vos preuves. Un carnet, une note, une conversation enregistrée. Chaque détail compte. Le sacrifice pour un idéal. En démissionnant du FBI pour fonder l'Éclat, Claire choisit un chemin difficile. Elle renonce à la sécurité, au prestige, pour un idéal plus grand. Ce choix résonne avec la tradition française du sacrifice pour une cause, comme les résistants qui ont défié l'occupation. Sa décision de retourner à la station-service, où une plaque honore son courage, rappelle les monuments parisiens dédiés aux héros discrets. Claire ne cherche pas la gloire, mais la justice, un écho à l'idée de Sartre. Nous sommes nos choix. Leçon pour la vie. Parfois, il faut renoncer à quelque chose, un poste, un confort, une relation, pour défendre ce qui compte. Réfléchissez à ce qui vous définit. Est-ce votre salaire, votre statut ou vos actions? Comme Claire, choisissez ce qui vous rend libre, même si le prix est élevé. Une lumière dans l'ombre. L'histoire se termine sur une note d'espoir, mais aussi d'avertissement. Le réseau de corruption, bien que blessé, n'est pas mort. Claire, en fondant l'Éclat, s'engage dans une lutte sans fin. Cette persévérance évoque la culture française, où l'on célèbre les combats longs, comme ceux des écrivains engagés ou des militants pour les droits humains. L'image finale, Claire roulant dans la nuit, ses phares trouant l'obscurité, est une métaphore puissante. Elle est la lumière, fragile, mais persistante. Leçon pour la vie. La justice n'est pas une destination, mais un chemin. Dans votre vie, chaque pas compte, une pétition signée, une conversation honnête, un geste de solidarité. Comme Claire, continuez, même quand la victoire semble lointaine. La lumière persiste, si vous la portez. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à questionner, à agir, à chercher la vérité, alors ne restez pas silencieux. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien à ceux qui, comme Claire, se lèvent contre l'injustice. Partagez-la pour que son message atteigne d'autres cœurs, d'autres esprits. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires qui illuminent l'obscurité. Et laissez un commentaire. Dites-nous ce que cette histoire vous inspire, comment vous, à votre manière, portez la lumière. Ensemble, faisons briller la vérité.